Un zoom aujourd'hui en hommage à Stéphane Hessel, puisque je reçois un indigné. Bonjour monsieur, vous êtes André Perrin. Oui. André Perrin, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes agrégé de philosophie, vous avez enseigné en classe préparatoire, vous avez également exercé les fonctions d'inspecteur d'académie. Nous vous avions reçu déjà une première fois pour la présentation de votre ouvrage « Scènes de la vie intellectuelle en France ». Nous vous accueillons aujourd'hui pour la présentation du dernier. Je l'ai sous les yeux, Journal d'un indigné. Magnitude 7 sur l'échelle de Hessel, c'est chez L'Artilleur. Je vous propose, cher André Perrin, de commencer avec votre préfacier, l'illustre professeur de philosophie politique Pierre Manant, qui sépare le politiquement correct de l'idéologie totalitaire. Quelle différence voyez-vous entre ces deux doctrines ? La différence est visible. Je crois que nous ne vivons pas dans un État totalitaire. Nous savons. Vous êtes sûr ? Ce que sont. Oui, j'en suis sûr. On peut toujours parler, bien sûr, de totalitarisme mou. Mais vous savez, moi, je n'aime pas beaucoup que l'on utilise de manière à la légère. À la légère, de manière désinvolte, des concepts comme ceux de totalitarisme, de fascisme, de racisme aussi, que l'on confond bien souvent avec de la xénophobie ou avec autre chose encore. Donc il est important, comme le disait Camus, que l'on cite souvent, mais dont on ne suit pas souvent l'exemple, de bien nommer les choses. Et je crois que Pierre Manant est aussi attentif que moi à bien nommer les choses. Donc oui, il y a des États totalitaires, enfin il y en a eu, il en reste encore dans une certaine mesure. Nous vivons dans un État de droit où l'on peut s'exprimer d'une manière générale dans les journaux, à la radio, à la télévision, comme je le fais aujourd'hui, sans risquer la torture ni la déportation, si vous voulez. Voilà. Donc c'est ce que veut dire. Voilà. Alors, à côté de cela, bien sûr, il y a, même dans les États de droit, même dans les États démocratiques, il y a des choses qui peuvent limiter la liberté d'expression de manière moins voyante, de manière beaucoup plus douce, beaucoup plus tolérable. En particulier en utilisant, et c'est ce que j'avais d'ailleurs montré dans mon livre précédent, dont le sous-titre était « L'intimidation contre le débat », qu'il existe des techniques d'intimidation intellectuelle qui visent à créer des phénomènes d'autocensure. C'est-à-dire qu'il y a des choses dont on va hésiter à parler parce que le simple fait d'en parler va déjà vous cataloguer dans une catégorie blâmable, haïssable, etc. Une forme de police de la pensée qu'on s'inocule soi-même. Voilà, c'est cela, c'est de l'autocensure. Il s'agit de provoquer par l'intimidation des phénomènes d'autocensure. Que veut dire votre préfacier, je le répète, Pierre Manant, lorsqu'il explique que le politiquement correct, et là je le cite, étouffe la parole de celui qui l'administre comme de celui qui le subit? Oui, si vous voulez, à partir du moment où s'instaure une police du langage, elle concerne tout le monde et elle limite la liberté de tout le monde. Si vous voulez, dans un État où il n'y a pas de liberté, où les opprimés ne sont pas libres, mais les oppresseurs ne le sont pas non plus. Pierre Manant estime par ailleurs que le politiquement correct n'est porté par aucun groupe en particulier. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Oui, par aucun groupe constitué, bien sûr. C'est quelque chose qui est diffus, qui se diffuse et qui est diffus. Alors maintenant, évidemment, d'une manière générale, bien évidemment, le politiquement correct, il a une origine que l'on connaît, qui est américaine, qui vient de mouvements qu'on appelle libéraux aux États-Unis, c'est-à-dire progressistes. Et le politiquement correct est bien sûr une caractéristique de l'idéologie progressiste. Donc nous dirions chez nous plutôt de gauche, si vous voulez. Donc bien évidemment, dans la mesure
où je prends pour cible le politiquement correct, inévitablement, on va rencontrer davantage de figures de gauche que de droite, c'est bien certain. Aucun groupe en particulier, pourtant certains parlent de la caste médiatico-politique et du pouvoir des juges parfois qui appartiennent à des syndicats ou à des réseaux d'influence très connus. Donc il n'y a pas pour vous un groupe en particulier? Bon, écoutez, s'agissant des juges, mais moi je n'ai peut-être allusion à un passage de mon livre, effectivement, mais qui porte non pas sur les juges en général. Il ne s'agit pas de mettre en question la justice en général, les juges en général, mais il y a effectivement au sein de la magistrature des groupes, en particulier un syndicat qui s'appelle le syndicat de la magistrature, qui revendique de manière tout à fait claire et explicite son appartenance à la gauche. Si on songe à ces fonds baptismaux dans les années 70, au début 70, vous vous souvenez peut-être d'un certain Oswald Ducrot, un substitut dont un texte avait fait scandale parce qu'il préconisait tout simplement de ne pas être impartial, d'expliquer qu'il fallait systématiquement prendre la défense de l'opprimé, donc du faible, donc du salarié contre l'employeur, etc. Enfin, des choses qui sont quand même un petit peu extravagantes du point de vue de ce que l'on est habitué à penser comme la justice et le système judiciaire. Vous utilisez, André Perrin, comme Philippe Muret, ce terme de pharisaïsme moral. Qu'est-ce que vous entendez par là? Le pharisaïsme moral, le pharisaïsme, c'est l'hypocrisie. C'est donc l'attitude qui consiste à chercher à imposer aux autres une morale que l'on n'est pas forcément prêt à s'appliquer à soi-même. Vous avez des gens, effectivement, qui ont tendance à être plus exigeants avec les autres qu'avec eux-mêmes. Vous évoquez, André Perrin, ces idées chrétiennes devenues folles. C'est quoi ces idées chrétiennes? Alors, ça n'est pas moi, c'est Pierre Manant. Voilà, cette expression, oui, c'est une expression tirée d'un ouvrage de Chesterton, et c'est Pierre Manant qui l'utilise dans sa préface. Oui, des idées chrétiennes devenues folles, bien sûr. Qu'est-ce que c'est que les idées chrétiennes? Les idées chrétiennes... Il y a d'abord la liberté. C'est ce que Hegel, d'ailleurs, avait fort bien vu en disant que ce que le christianisme a apporté, c'est d'abord l'idée de la liberté. La liberté de tous, de tous les hommes. Dans un texte célèbre des Leçons sur la philosophie de l'histoire, il dit à peu près ceci. Dans le despotisme oriental, on savait qu'un seul était libre, le despote. Les Grecs ont découvert que quelques-uns étaient libres, les hommes libres, une certaine aristocratie, à l'exception des esclaves, des métèques, des femmes, etc. Mais avec le christianisme, nous avons appris que tous étaient libres. Que tous étaient libres et que tous étaient égaux également. C'est bien sûr la formule de saint Paul dans l'épître aux Galates. Il n'y a plus ni juifs, ni grecs, ni hommes, ni femmes, mais nous sommes tous un en Jésus-Christ. La liberté, l'égalité, et puis aussi la fraternité, puisque tous les hommes, en tant qu'ils sont tous fils de Dieu, sont frères. Donc vous voyez que ces idées chrétiennes, elles ont été en quelque sorte laïcisées dans la République. Et là, c'est la République qui les a détournées. Non, la République ne les a pas détournées, mais au sein de la République, elles ont ensuite pu prendre un essaim, un essor tout à fait différent de ce que c'était à l'origine et devenir folles. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous transposez, par exemple, l'idée de l'égalité du domaine religieux, bien sûr, l'égalité de tous les hommes en tant que fils de Dieu, de l'égalité républicaine, de l'égalité devant la loi. Mais lorsque vous en arrivez à professer l'égalité, par exemple, du maître et de l'élève, avec un droit égal pour tous, alors à ce moment-là, on a effectivement une idée de l'égalité qui devient folle. Alors justement, à propos d'égalité, on parle souvent de la déviance de l'égalité vers l'égalitarisme, et justement, le politiquement correct ne considère l'homme
qu'en général. Qu'est-ce que ça veut dire, considérer l'homme en général ? Oui, alors, mais là encore, c'est Pierre Manant, hein. Si vous faites allusion à la on reviendra. D'accord, oui. Votre préface m'a beaucoup passionné, mais on passera après aux thématiques. Non, mais je ne m'en plains pas du tout. Simplement, je suis toujours un petit peu gêné de devoir parler à sa place, si vous voulez, mais parce que je dois restituer sa propre pensée, si vous voulez. Oui, alors l'homme en général, bien sûr, bon, ça c'est lié à la critique que Pierre Manant fait de la notion de droit de l'homme, hein, non pas du tout, bien sûr, pour dire qu'il faut renoncer aux droits de l'homme, mais pour montrer qu'il y a une certaine interprétation des droits de l'homme qui aboutit à des conséquences qui peuvent être désastreuses, qui peuvent être dangereuses, etc. Et en particulier, ce qu'il veut dire, c'est que nous en sommes arrivés à, au nom de l'universalité, si vous voulez, des droits de l'homme, de l'homme en général, de l'homme idéal, à cesser de comprendre que nous avions besoin aussi d'une certaine, pour exister humainement, d'une certaine insertion, hein, par exemple dans la nation. Bon, c'est un des thèmes qui lui est cher, vous le savez, il a écrit un ouvrage qui s'intitule « La raison des nations », pour montrer, dans le contexte d'une construction européenne qui ne se déroule pas, qui ne tient pas toujours ses promesses et qui ne se déroule pas dans des conditions toujours satisfaisantes, qu'il y a une vraie raison des nations et qu'on ne peut pas vouloir renoncer à toutes les frontières au nom de l'idée d'un homme purement abstrait, hein, d'un homme en général, si vous voulez. Hein, ce que d'ailleurs Marx lui-même, hein, bon, Pierre Manant, comme vous le savez, n'est pas marxiste, mais d'une certaine manière, il rejoint Marx dans cette critique de l'homme purement abstrait et coupé de toute réalité concrète, sociologique, nationale, etc. André Perrin, plutôt que d'indignation, vous parlez plutôt d'irritation. Qu'est-ce qui irrite le professeur de philosophie que vous êtes ? Oui, bon, alors plutôt que d'indignation, effectivement, l'indignation, je le dis, bon, c'est pour ça que mon sous-titre est un petit peu ironique, évidemment, et parce que les postures d'indignation, les postures rebelles, les postures grandiloquentes qui sont si fréquentes, oui, m'irritent et m'amusent un peu. Bon. Autrement, si vous voulez, l'indignation, bien sûr, il m'arrive, comme à tout le monde, d'être indigné, et il y a des indignations qui sont parfaitement légitimes. Ce que je pense simplement, c'est qu'il faut éviter de s'y complaire, si vous voulez. Enfin, je dirais que l'indignation peut être une chose trop sérieuse pour être galvaudée. Et ce qui m'avait irrité dans le petit livre de Stéphane Hessel, qui est à l'origine de mon titre et de mon sous-titre, si vous voulez, c'était justement ce galvaudage de l'indignation. Bon, dans quel sens, ce galvaudage ? Eh bien, si vous voulez, quand on invite, comme il le faisait, les jeunes générations à s'indigner de tout, en mélangeant absolument toutes sortes de choses, enfin, qui ne méritent pas toute une égale indignation, et en leur disant textuellement « cherchez et vous trouverez ». Bon, hein, comme si l'indignation avait une valeur en soi. André Perrin, vous revenez beaucoup... et là, j'ai parcouru votre journal, puisque c'est un journal, et donc c'est une suite de textes, de l'usage aujourd'hui dans notre société de la dérision qui vous irrite justement. Oui, de la dérision. Alors, dans la mesure où la dérision, si vous voulez, c'est autre chose que l'humour ou que l'ironie, si vous voulez. Hein, dans la dérision, je pense évidemment à un certain nombre de comiques que l'on entend régulièrement sur les ondes et qui se complaisent dans voilà, d'une sorte de dérision universelle, de sarcasme qui... bon. Et on est très loin, si vous voulez, d'abord de l'humour, bien sûr, parce que le propre de l'humour, c'est que c'est une autodérision. Hein. L'humour, c'est d'abord la capacité de se moquer de soi-même. Et donc, quand on fait de l'humour, on ne s'accepte pas
on ne se met pas à part des autres. Finalement, dans l'humour, il y a une sorte de reconnaissance de notre humanité commune, hein, ce qui n'est pas le cas dans la dérision ou dans le sarcasme tel que je le perçois chez les comiques auxquels je fais allusion, qui eux ont tendance à se constituer en caste qui méprisent souverainement tous les autres, vous voyez, les beaufs, les ploucs, ceux qui pensent mal, ceux qui votent mal, etc. C'est le ricanement que vous Voilà, dénoncez, c'est le sorte de ricanement universel, mais qui correspond, si vous voulez, à une logique méprisante de caste. Donc on est très loin de l'humour d'une part, on est loin également de l'ironie, qui a bien sûr ses lettres de noblesse philosophique, puisque l'ironie socratique est à la naissance même de la philosophie. Or l'ironie a une vertu pédagogique, hein, c'est le cas chez Socrate. Socrate interroge, il interroge en feignant d'être ignorant lui-même, mais cette provocation a un but pédagogique. Il s'agit de débranler les certitudes de l'autre et de le mettre par là sur la voie de la réflexion. Bon, donc vous voyez, l'humour et l'ironie, c'est une chose. La dérision, le sarcasme, c'en est une autre. Et ça correspond à des logiques et à un rapport à l'humanité qui est tout à fait différent. Vous revenez, André Perrin, sur cette mise en demeure du CSA contre Éric Zemmour, qui avait dénoncé l'idéologie progressiste de la non-discrimination. Vous êtes pour la discrimination ? Eh bien, je suis pour certaines discriminations, bien évidemment. Pourquoi ? Écoutez, pourquoi faut-il discriminer ? Par exemple, est-ce que vous trouveriez normal que on donne des bourses universitaires à tous les étudiants, indépendamment des revenus de leurs parents ? Bon. On sait très bien que les bourses sanitaires, les bourses scolaires, elles sont données non pas à tout le monde, de manière indiscriminée, mais elles sont données à ceux qui en ont besoin parce que leurs parents ont de faibles ressources. C'est une discrimination, mais c'est une discrimination légitime. Bon, moi, lorsque j'exerçais les fonctions d'inspecteur de philosophie, j'étais amené à donner des conseils et même éventuellement des consignes, par exemple, aux correcteurs du baccalauréat. Bon, ce que je leur disais en particulier, c'est qu'il fallait discriminer les copies. Ça veut dire ne pas noter tout le monde entre 8 et 12, hein, parce que c'est un véritable suicide, hein, pour votre propre discipline. Hein. Et puis ça n'est pas juste non plus à l'égard des élèves, à l'égard des plus méritants qui devraient avoir droit en philosophie comme en mathématiques à 18, 19 et 20 lorsqu'ils font des choses qui sont très bien. Hein. Voilà. Donc là aussi, il faut discriminer. Donc il y a toutes sortes de bonnes raisons de discriminer. C'est pas du tout la même chose que de discriminer quelqu'un au logement ou à l'embauche, hein, de refuser à quelqu'un un logement ou un travail en raison de la couleur de sa peau. Bon, ça c'est bien sûr absolument scandaleux et intolérable, vous voyez. Autre terme qu'on entend beaucoup dans les médias, c'est celui de mixité sociale qui vous chatouille là aussi. Oui, oui. Alors la mixité sociale, bon, j'en avais déjà parlé dans mon livre précédent à propos d'un incident qui remonte donc à une dizaine d'années. C'était à l'époque où Manuel Valls n'était pas encore ni ministre ni Premier ministre, il était maire d'Évry. Et alors il y avait eu un petit scandale parce qu'un jour, se promenant dans les rues de la ville dont était le maire, Évry, hein, il était avec un ami et à Évry, il y avait une population qui était uniformément colorée, hein, beaucoup d'Arabes, beaucoup de Noirs, et pratiquement pas. Bon, alors il dit en plaisantant à son ami, ah oui, il faudrait qu'on rajoute quelques whites, quelques blancos, etc. C'était enregistré, évidemment, scandale, et on le traite de raciste, etc. Bon, alors que disait-il, hein, il disait ce que quantité d'autres gens, la même chose que ceux qui l'ont accusé disaient eux-mêmes, c'est scandaleux qu'il y ait des ghettos. Ben oui, il disait, ma ville est un ghetto, hein, et il faudrait qu'il y ait de la mixité sociale, il faudrait rajouter des gens d'origine européenne pour qu'il y ait de la mixité sociale. Vous voyez ? Bon. Et alors, en même temps, les gens qui l'accusent de cela, se vantent eux-mêmes de pratiquer la mixité sociale, par exemple, dans Paris Intramuros. Bon, oui, c'est quand même beaucoup plus facile qu'à Évry, qu'à Sevran, qu'à Villetaneuse, etc. Vous voyez ? Ce que vous reprochez, c'est ce qu'on force les gens à vivre ensemble, à la limite ? Comment ça qu'on les Sur la mixité sociale, on veut absolument que les gens vivent ensemble. Oui. Or, on voit qu'aujourd'hui, les gens ne veulent pas forcément vivre ensemble et se ghettoisent eux-mêmes.
Oui, mais c'est tout de même dommage. Je pense que dans une république, il est souhaitable quand même qu'il n'y ait pas de ghetto. Les ghettos, bien sûr, favorisent le communautarisme. Donc il faut quand même savoir ce que l'on veut. Si l'on veut lutter contre le communautarisme, il faut évidemment lutter contre les ghettos. Alors, bien sûr, je suis évidemment favorable à la mixité sociale, mais ce que je dis, c'est que c'est quelque chose qui est très compliqué. Ça suppose qu'on prenne la chose au sérieux et que là aussi, on ne se cantonne pas dans des postures qui sont avantageuses pour ceux... Bon, c'est pas difficile de prendre des postures généreuses, de dire qu'on est pour la mixité sociale, en même temps, on sait très bien que la plupart de ceux qui disent cela, regardez un petit peu où ils mettent leurs enfants à l'école. Ils s'arrangent toujours et ils sont extrêmement rusés pour contourner la carte scolaire, pour faire du chinois ou du sanskrit à leurs enfants, afin qu'ils puissent être dans les bonnes classes, des bons lycées, etc. Bon, alors voilà, je crois que non, c'est une question sérieuse. Mais pour pouvoir la traiter, encore faut-il accepter d'en parler honnêtement, sincèrement, et sans posture avantageuse et sans technique d'intimidation non plus. Question plus sensible quant au traitement médiatique des bombardements de l'armée israélienne sur la bande de Gaza. Là aussi, vous aviez relevé des choses qui vous énervaient au plus haut point. Oui, alors écoutez, je ne sais plus très bien quel est le passage où je... C'est sur le fait que les journalistes disaient, Tsahal, dit-elle, a reçu des... Oui, non, alors là, écoutez, simplement, c'est très simple. Bon, là encore, on est avec le conflit israélo-palestinien devant un problème tragique, extrêmement compliqué. Moi, ce que je remarque, je pense n'être pas le seul à le remarquer, c'est que dans le traitement médiatique de cette question, il y a une hostilité de principe envers Israël. Alors ce n'est pas que Israël n'ait rien à se reprocher. Je pense que la colonisation, bien sûr, est tout à fait blâmable et est un obstacle à la paix. Bon, cela dit, il y a un parti pris anti-israélien systématique dans les médias français, qui, à mon avis, ne favorise pas la compréhension du phénomène. Et alors là, effectivement, le passage auquel vous faites allusion, il me semble que c'était... C'était le fait que des journalistes reprennent les paroles de l'armée israélienne Tsahal en disant, Tsahal nous a dit que des roquettes étaient tombées sur notre territoire. Or, aucun journaliste n'était là pour confirmer les faits, les informations délivrées par cette armée. J'y suis maintenant. Non, ce qui s'était passé, c'est que l'information est donnée à la radio sous la forme suivante. Il y avait eu, si vous voulez, des tirs de missiles extrêmement nombreux sur Israël, lesquels avaient entraîné une riposte israélienne. Ce qui est assez naturel, évidemment, aucun État ne se laisse bombarder sans réagir. Alors, dans la manière dont c'était présenté, la riposte israélienne était présentée de la manière suivante. Cette riposte aurait fait suite à des tirs. Disent les Israéliens. Or, même des journaux comme Le Monde, qui n'ont pas de parti pris pro-israélien, avaient fait état des attaques palestiniennes et avaient présenté les choses telles qu'elles s'étaient passées, c'est-à-dire avec une riposte israélienne qui faisait suite à des attaques bien réelles et pas simplement à des attaques alléguées par Israël. Voilà. Ma dernière question, André Perrin, c'est sur le statut qu'ont les intellectuels de gauche d'un côté et de l'autre les intellectuels de droite. Là encore, vous voyez des différences de traitement entre ces deux statuts. Eh bien, écoutez, différence de traitement. Alors, je vais vous dire ce que je vois comme différence, si vous voulez, celle dont j'ai pu parler. D'une part, dans mon livre précédent, j'avais déjà fait état d'un certain nombre de pétitions signées par des intellectuels de gauche pour demander la destitution d'un certain nombre d'intellectuels de droite, pour demander qu'ils soient chassés de leur chaire universitaire, chassés de France Culture où ils produisent une émission, je pense à Alain Finkielkraut, etc. Il y a eu l'affaire Guggenheim, Finkielkraut, il y a eu des demandes contre Zemmour, contre Renaud Camus,
Je n'ai jamais vu une seule pétition signée par des intellectuels de droite et demandant qu'un intellectuel de gauche ou d'extrême gauche, je ne sais pas, Alain Badiou, Edwy Plenel, etc., soit chassé ni de sa chaire universitaire, ni du journal où il écrit. Bon. Deuxième chose, différence de statut, c'est que la plupart des intellectuels de droite ne contestent pas qu'on puisse être un intellectuel de gauche. Mais à gauche, vous avez des gens comme M. Geoffroy de la Gannerie, par exemple, qui vous disent que non, intellectuel de droite est un oxymore. Voilà, il ne peut pas y avoir d'intellectuel de droite. Bon, alors, oui, voilà les différences que... C'est le sectarisme de ces intellectuels de gauche qui s'en prennent Pas de tous, mais malheureusement de certains d'entre eux. André Perrin, je rappelle donc le titre de votre ouvrage, c'est « Journal d'un indigné », publié chez L'Artilleur, et vous avez un sous-titre plutôt marrant, « Magnitude 7 sur l'échelle de Hessel ». C'est un emprunt. Stéphane Hessel. Merci André Perrin d'être venu sur notre plateau. Merci.